Super. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus m'écouter pendant un petit moment. Je suis là pour vous présenter quelque chose dont on est très très fier. C'est le nouveau livrable de la communauté d'intérêt sur le véhicule autonome. Je vais vous en dire quelques mots auparavant. Et qui consiste à répondre à la question pour les élus, d'accord, et pour finalement l'ensemble du territoire français. Est-ce qu'on est prêt pour accueillir dans nos territoires, en fait, une navette automatisée pour rendre le service au plus grand nombre? On est très très fiers aujourd'hui de pouvoir proposer le premier panorama en fait sur le niveau, l'indice, le taux d'avancement en fait des territoires par rapport à cette navette automatisée. Alors moi, si j'interviens aujourd'hui, c'est que j'anime en fait cette communauté d'intérêt sur le véhicule automatisé, qui est une création d'il y a quelques années aujourd'hui, 2018-2019, et puis qui a commencé à travailler vraiment sur le sujet en 2020, au moment de la crise du Covid, avec un certain nombre de partenaires que vous voyez là, qui sont des partenaires prestigieux, de tous ordres, mais surtout à chaque fois des experts. Ça veut dire que toutes les entreprises qui ont bien voulu rejoindre la communauté d'intérêt sur le véhicule autonome, elles ont quelque chose à apporter sur ce sujet et sur l'idée qu'on essaye de promouvoir, dont je vous parle à l'instant. C'est-à-dire que pour cette communauté d'intérêt, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quel est l'objectif qu'on poursuit? Montrer que l'objet technologique sans doute le plus avancé qui existe aujourd'hui, un véhicule automatisé, finalement, l'endroit où il peut rendre le plus de services, où il peut être le plus utile, où il peut finalement résoudre des problèmes qu'on ne résout pas aujourd'hui, c'est dans un certain nombre de territoires. Alors évidemment dans les villes, dans un certain nombre d'usages, mais aussi et surtout dans les territoires périurbains ou ruraux. Donc depuis plus de 4 ans maintenant, cette communauté d'intérêt travaille sur le fait de dire est-ce que c'est vraiment une idée utopique? Est-ce que ça peut... Quels sont les vrais problèmes? Quels sont les faux problèmes? Et comment est-ce qu'on peut craquer ça? Parce qu'on sent que dans les territoires périurbains ou ruraux, globalement, il y a un problème de mobilité. Sur le stand massif, vous verrez que on met en avant un chiffre qui est celui de dire qu'un Français sur deux aujourd'hui a des problèmes dans sa mobilité. Où est-ce que ces problèmes sont les plus nombreux? Évidemment, dans les territoires périurbains ruraux. Il existe aujourd'hui des solutions autres que le véhicule autonome, c'est l'autopartage, le covoiturage, tout un tas de mobilités douces qu'on peut mettre en œuvre. Mais, il faut qu'elle se développe, et deuxièmement, elle n'apporte pas une solution complète, d'accord, et notamment dans les circulations de territoires pour certains usages. Et globalement, là, pour le coup, le véhicule automatisé, la navette automatisée peut être vraiment extrêmement utile. Alors j'ai parlé des gens qui nous accompagnent en fait dans cette réflexion depuis le début, un certain nombre de sociétés. C'est vrai que quand on parle d'infrastructure, il vaut mieux avoir à ses côtés Vinci. Quand on parle de téléphonie, il vaut mieux avoir à ses côtés Orange. Je ne cite que ces deux membres-là, mais c'est pour dire qu'encore une fois, quand on veut être crédible sur ce qu'on dit, mieux vaut avoir autour de nous des experts qui nous aident justement à dire voilà la vraie problématique et voilà la fausse problématique. Ce qu'on souhaite globalement, et c'est tout l'objet de ce qu'on développe et de ce qu'on essaye de promouvoir, c'est de dire que ça paraît assez peu évident de se dire est-ce qu'on peut trouver un modèle économique, est-ce qu'on peut trouver un modèle de fonctionnement sur une navette qui a quand même un certain prix, qui est bourrée de technologie, pour des populations où justement la population est peu dense, il y a peu de moyens, etc. Globalement, la réponse, on en est à peu près certain, c'est oui. Oui, à condition, encore une fois, de tenir compte de ces contraintes. Ça veut dire de la frugalité partout, notamment dans comment adapter l'infrastructure. Ça veut dire travailler sur la duplicabilité. L'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'une commune de 500 habitants, on ne pourra pas avoir un retour sur investissement sur cette commune. Par contre, le coefficient multiplicateur, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui au Salon des maires, il est aujourd'hui de plusieurs dizaines de milliers d'expériences et de besoins qui sont à peu près similaires. Donc il y a une adaptation au territoire, mais si le tronc commun de ça, il est solide, d'accord, ça veut dire que globalement, le modèle économique, il est à trouver sur le territoire entier dans un certain nombre de petites unités. Et donc tous les acteurs économiques qui sont autour de nous, ils n'ont pas du tout l'intention d'avoir un modèle subventionné, d'accord. Il faut que chacun y trouve une valeur à retirer, d'accord, en tant qu'entreprise industrielle, d'accord, dans des industries différentes, c'est ça ce qu'on cherche. Donc globalement, ce qu'on essaye de prouver, c'est que oui, c'est possible. Et on va un cran plus loin, c'est qu'on dit en France, on peut développer un modèle que demain, s'il est viable, on pourra exporter. D'accord? On pourra exporter parce que les besoins de la ruralité française ne sont pas si éloignés des besoins de la ruralité en Allemagne, au Brésil ou n'importe où dans le monde.
Donc si on a les bons acteurs qui sont capables de construire ce modèle, notamment un modèle d'implantation, d'accord, alors ça veut dire que d'une certaine manière, on aura un savoir-faire français avec des champions français qui pourront l'exporter partout dans le monde. Donc moins qu'un acteur en fait, de la mobilité automatisée, il nous faut l'équipe de la mobilité automatisée en France. Je vois Xavier Delage qui est là du ministère des Transports. On est très très soutenu, très très encouragé dans cette démarche par le ministère des Transports, que je remercie. C'est vraiment, encore une fois, on fait en sorte de contribuer au bien commun, pas en voulant faire à côté du ministère, ça ne sert à rien et on verra tout à l'heure dans la présentation que c'est extrêmement utile, mais on fait en sorte, encore une fois, d'être contributeur à toute cette démarche où le collectif doit primer. Voilà la communauté d'intérêt. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle a travaillé? D'abord, elle a commencé par beaucoup réfléchir. Et puis à un moment, elle a trouvé, et on a Benjamin Baudet qui est le patron de cette petite entreprise, on a trouvé un moyen d'expérimenter en vrai. D'accord, dans la Drôme, une entreprise qui s'appelle Betty, qui porte en fait sur un territoire rural la capacité, encore une fois, de développer et de mettre en vrai ce qu'on a pensé et de vérifier en fait toutes nos hypothèses. Il faut aller un cran plus loin, c'est de dire, on l'a compris, c'est duplicabilité maître mot. Ce qu'on fait dans la Drôme est-ce qu'on est capable de faire ça ailleurs? Et l'une des questions qui se pose, c'est est-ce que les territoires sont prêts? Le risque, il est double. Soit les territoires ne seront pas prêts, et donc on ne va pas avoir l'attraction, soit ils vont tous réaliser que c'est à portée de main, ils vont tous se précipiter sur une navette dans de mauvaises conditions, etc. Et donc on s'est intéressé aux prérequis. Est-ce que les prérequis différents, on en a identifié 5 grands axes, est-ce qu'ils sont là? Et on en arrive finalement à notre indice de préparation des territoires. C'est un outil qui est à la disposition des élus. C'est un outil qui est à la disposition des territoires, qui consiste à dire, quand je me pose la question vis-à-vis des besoins que j'ai de est-ce que mon territoire peut accueillir un véhicule autonome, c'est quoi les grandes questions que je dois me poser? C'est quoi les problématiques que je ne vois pas? Eh bien, l'indice de préparation des territoires, il vise justement à ça, à ce qu'il y ait une auto-évaluation des territoires, de tous les gens qui s'occupent de mobilité dans les territoires, pour se dire est-ce que je suis prêt ou pas? Et si je ne suis pas prêt, qu'est-ce que je dois travailler avant de pouvoir me dire oui, je vais rendre service à ma population en implantant ce type de véhicule? Alors, regardons un petit peu ce que c'est que cet indice, très très rapidement, parce qu'il est à disposition, vous pourrez le consulter, mais finalement, comment il a été construit? La première chose, ça a été de dire, encore une fois, l'objectif est clair, aider tous ceux qui se posent des questions en disant « je sens bien que j'ai des besoins, je sens bien que ça serait une bonne idée, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que mon manque de couverture téléphonique pose un problème? Est-ce que mon territoire peut présenter un cas d'usage qui peut être intéressant ?» Tout ça, d'accord, c'est le principe de ce qu'on veut faire avec cet indice de préparation. Aujourd'hui, 1254 entités se préoccupent de ça. C'est celles qui sont organisatrices de services suite à la loi LOM dans les territoires. C'est des gens de nature très très différente. Ça peut être des communautés de communes dans des zones extrêmement urbaines, ça peut être des grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille. Donc ça veut dire que tous ces gens-là ont des besoins différents et des capacités qui sont aussi différentes. L'année dernière, on avait proposé finalement cet indice et on l'a travaillé avec un certain nombre d'élus qui sont venus nous rendre visite sur le stand et qui ont apporté finalement en disant ça c'est pas très adapté, ça je saurais pas comment le mettre en œuvre, etc. Et donc un certain nombre ont contribué l'année dernière et on est très fiers cette année finalement de présenter les résultats et le premier panorama de qu'est-ce qu'on peut dire de la préparation des territoires français à l'arrivée de la navette. On a regardé 5 dimensions, qui sont 5 dimensions principales. Est-ce qu'il y a des besoins dans le transport? Quand on dit ça, c'est surtout, est-ce qu'il y a des problèmes? D'accord? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des endroits où, encore une fois, en dehors du véhicule autonome, du véhicule individuel, on n'a pas de solution? Deuxième chose, c'est est-ce que finalement les territoires ont repéré le véhicule autonome? Est-ce qu'ils se sont dit solution potentielle ou pas? D'accord? Troisième point, c'est est-ce que finalement ils savent la réglementation, les contraintes, finalement comment est-ce qu'on fait pour implanter ce à quoi ils doivent penser pour encore une fois, installer ces véhicules automatisés? Est-ce qu'ils ont des ressources humaines? Est-ce qu'ils ont un minimum de moyens qui ne sont pas énormes mais dont on a besoin pour dire je vais accompagner un projet, je vais implanter ces navettes, comment faire? Les infrastructures, d'accord? Qu'est-ce que je veux rendre comme service? Est-ce que j'ai des choses où l'infrastructure va être une contrainte et va m'obliger à limiter finalement mon ambition? Et puis enfin, globalement, l'idée c'était d'agglomérer tout ça pour sortir un indice. Et donc c'est très simple, 5 critères, 20 points par critère, ça fait un indice sur 100. Limpide? Qu'est-ce qu'on a interrogé? On a interrogé, encore une fois,
une part représentative de tous ceux qui s'occupent des transports en France. Ça veut dire que sur les 91, ils sont 96, mais sur les 91 départements français, il y a quelqu'un qui a répondu à cette enquête, qui a dit je vais répondre sur mon territoire si je suis prêt ou pas, c'est-à-dire quel est mon niveau de préparation par rapport à l'accueil de ces navettes automatisées. Ça représente 182 intercommunalités qu'on a interrogées pendant 4 mois, d'accord, pendant une longue campagne, qui nous a permis, encore une fois, de rôder, de tester et d'avoir un résultat qui est celui que je vais vous présenter après. Ces 182 territoires, c'est 182 territoires, ça représente quand même 14,6 millions d'habitants, de gens qui y vivent, et donc 14,6 millions de gens qui potentiellement ont des besoins autour de ça. Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Il nous apprend, et c'est la première bonne surprise, que dans l'esprit de ces territoires, ça a commencé. C'est là. Globalement, si on voulait schématiser, on est à la moitié du chemin. Ça veut dire qu'on pourrait se dire, sur un objet qui vient de rentrer dans nos vies il y a quelques années, on pourrait être très très loin. On pourrait être encore dans la pédagogie de qu'est-ce que c'est que cet outil, etc. Et bien, la plupart des territoires, vous voyez, ce qui est pour moi le plus frappant, c'est qu'il n'y en a aucun qui s'est jamais posé la question du véhicule autonome dans son territoire. 0%. D'accord ? Mais vous voyez que le barycentre, il est sur la préparation intermédiaire. Ça veut dire que quand on regarde ces 5 critères de est-ce que j'ai des besoins, est-ce que je connais, est-ce que j'ai repéré que le véhicule autonome pouvait me rendre service, est-ce que je sais un petit peu l'environnement, etc. La plupart, les territoires en sont à la moitié du chemin. C'est donc quelque chose dont on doit tous avoir conscience. Assez rapidement, si les gens viennent dans la Drôme, voient que ça marche, ils vont tous vouloir des navettes autonomes. Et ça, je pense que c'est un vrai danger, dans le sens où on ne sera pas capable de gérer forcément ça sur des territoires qui éventuellement auront été trop vite dans les prérequis, d'accord, ne seront pas intéressés aux populations. On va voir que l'acceptation par les populations est clé. Donc c'est extrêmement important de dire, et vous voyez suivant les zones, et on a évidemment beaucoup plus de détails, que c'est là, d'accord, ça n'est pas de la science-fiction, c'est pour demain, mais si on ne fait pas ça bien, alors on transformera un succès potentiel en une vraie difficulté, d'accord, et voire même un risque, je dirais, de polémique autour de ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait l'attraction la plus forte ? Ce n'est pas une surprise, c'est le besoin. C'est d'ailleurs comme ça que la communauté d'intérêt s'est montée. À l'époque où, sur le véhicule autonome, on ne parlait que de technologie. D'accord ? Les capteurs, les lidars, etc., c'est de ça dont on parlait sur le véhicule autonome. Tous les gens de la communauté d'intérêt, ils ont dit, c'est pas ça le sujet, d'accord ? C'est où est-ce qu'on en a besoin ? Où est le besoin ? Bon, mais comme par hasard aujourd'hui, quand on interroge les gens sur les territoires, ils disent, moi j'ai des besoins, j'ai des choses que je ne sais pas régler. Problème de densité, mettre un chauffeur de bus dans un bus où il y a une personne, je ne peux pas le faire. La plage horaire sur une journée, d'accord, pouvoir offrir un service suffisamment long, je ne peux pas faire. Donc tous ces besoins, notamment pour des populations vieillissantes, sont non couverts, il n'y a pas de solution. Donc apporter des solutions via la navette automatisée, ça tout le monde a compris que ça pouvait fonctionner. Donc besoin, traction forte. Ils sont sur les autres critères que je ne vais pas forcément détailler, d'accord. Il y a des éléments qui sont très positifs. En disant, oui, on peut se dire 8,8 pour 20 sur 20, c'est la moitié du chemin. Oui, mais c'est déjà la moitié du chemin sur l'intérêt pour les navettes automatisées, sur s'être renseigné sur un minimum de choses. Mais on voit bien que si on arrive, et on verra dans les différents groupes qu'on a créés, si on arrive à amener de l'information au plus près des utilisateurs futurs, alors on va énormément gagner là-dessus. Si on gagne de l'attraction, on gagne de l'intérêt pour les industriels. Je passe là-dessus, mais globalement, on voit bien ce qui est aujourd'hui un problème, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est mobilité des villes, mobilité des champs. Évidemment, ceux qui ont le plus de moyens à mettre en œuvre autour d'une mobilité, automatisée, ce sont les grandes agglomérations. Sauf que d'une certaine manière, elles sont très intéressées, mais est-ce qu'elles ont des vrais besoins forts ? Est-ce que les populations qui vont avoir ces navettes automatisées, elles ne diront pas une navette automatisée en plus des vélos, des trottinettes, de tout ce qui encombre mon espace, est-ce que c'est bien ? Bon. Par contre, on voit bien que celles qui sont les moins informées ou qui, d'une certaine manière, sont les moins bien préparées, c'est probablement là, c'est même pas probablement, c'est là où sont les plus grands besoins. Donc il faut les aider en fait à découvrir et il faut donner, encore une fois, des moyens pour qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles rentrent aussi dans la course. On a fait 4 grands types en fait de ceux qui ne sont pas du tout intéressés. Je passe très vite. Il y a des gens qui, souvent parce qu'ils ont tous les moyens qu'il leur faut, la navette automatisée ne les intéresse pas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ensuite les novices. Qui sont les novices ? C'est des territoires
qui ont les besoins, sans doute les besoins les plus forts, mais qui ne savent pas, à qui on n'est jamais venu parler de navette, qui se sont dit mais jamais chez moi, en fait, jamais chez moi, dans une commune relativement limitée. Donc cela, il faut leur amener de l'information pour leur dire c'est possible. On a ensuite les contraints. Ben moi, j'aimerais bien, j'ai les besoins, je connais la navette, mais je n'ai pas les moyens financiers. Donc comment est-ce qu'on craque le modèle autonomique, notamment le modèle de financement? Il y a un vrai sujet qui n'est pas un sujet de mettre en place un nouvel EPR. Hein. Ça se finance. Hein. Les communes ont peu d'argent, mais elles sont solvables, surtout si on étale dans le temps. Donc grosso modo, craquer le modèle économique, c'est à la portée d'un certain nombre d'autres acteurs économiques qu'on a autour de la place. Et puis les impliqués, c'est souvent des grandes structures, les impliqués, ceux qui sont le plus avancés, mais c'est aussi ceux qui peuvent faire la trace, par exemple, sur les cas d'usage. Et donc, globalement, de pouvoir reproduire ce qui se passe dans ces grandes agglomérations, travailler sur des cas d'usage qui ont marché, etc., c'est extrêmement intéressant. Donc, ça n'est pas un magma de gens qui ont les mêmes besoins. Par contre, travailler sur chacune de ces cibles, c'est extrêmement intéressant. Comment accompagner le territoire? Il y a plein d'outils qui existent. Il y a juste un problème, c'est que beaucoup d'élus, beaucoup de gens qui se préoccupent de transport dans les territoires ne les connaissent pas. Et c'est dommage parce que la DGITM, le ministère de Transport que je saluais tout à l'heure, a mis en place, en fait, globalement, une réserve de connaissances. D'accord ? Et cette réserve de connaissances, elle existe. Ça veut dire qu'il faut la promouvoir auprès des territoires. Il faut faire en sorte qu'elle soit connue. Et ensuite, il faut que les territoires disent « oui, mais il manque des choses ». Et là, la communauté d'intérêt sera en capacité, d'accord, aussi de contribuer à ça, comme le ministère, comme tous ceux qui diront « moi, j'ai ma pierre à apporter à l'édifice ». D'accord ? Infrastructure, matériel roulant, etc. Donc tout le monde peut apporter des choses. Globalement, une fois qu'on a résolu ça, on n'est quand même pas au bout du chemin. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce nouvel objet, dans un territoire qui sera un territoire qui n'est pas habitué à avoir de l'innovation, parce qu'il est toujours passé à côté, qui est un territoire souvent un petit peu oublié de la République, il va falloir, encore une fois, que ce soit ces populations qui portent en fait l'installation de ce nouveau moyen. C'est extrêmement important parce que c'est une manière aussi de craquer le modèle économique. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être prises en charge par la collectivité, par les citoyens eux-mêmes, qui ont besoin de cet outil. Et donc si finalement, au lieu de payer des choses, on s'appuie sur le fait qu'il y ait des gens qui soient engagés pour installer ça dans leur territoire, parce qu'ils savent qu'ils vont redonner de la mobilité aux seniors, parce qu'ils savent que les gosses vont pouvoir aller au foot le mercredi après-midi sans qu'on ait besoin de les accompagner, etc., parce qu'il y aura cette navette, d'accord ? Globalement, c'est des gens qui s'impliqueront comme ils s'impliquent dans tout ce qui est au domaine local. Par contre, ce qui est important, je pense, de noter, c'est que l'implantation d'une navette ne se fera pas contre ses habitants. D'accord ? C'est vraiment en ayant convaincu qu'on arrivera à faire les choses. C'est l'une des choses qu'on a appris, par exemple, sur le territoire de la Drôme. Quelles actions mener selon les profils ? Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, d'informations, je dirais, suivant, encore une fois, d'étapes ou d'outils qui peuvent être mis à disposition. Ce qui est important, encore une fois, de retenir finalement de ce panorama que je vous inviterai à découvrir et que vous pouvez vous-même, auquel vous pouvez participer si vous êtes organisateur de service ou si ça vous intéresse via le QR code, c'est globalement, aujourd'hui, la France est prête à accueillir en masse des navettes autonomes. Ça ne veut pas dire que ça sera un succès. Ça veut juste dire qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça soit une réussite. Si on arrive à créer un modèle français, honnêtement, les perspectives sont absolument faramineuses. Par contre, il faut réussir la dernière étape. Souvent, on le sait bien, hein, louper la dernière étape, ça veut dire se ramasser comme tout le monde, comme celui qui est beaucoup plus bas dans l'escalier. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Voilà, je vous remercie et c'est ouvert aux questions, bien évidemment, si vous en avez. Je ne sais pas du tout. Oui. 1, 2. Google n'a pas déjà de l'avance avec sa voiture automatisée ? Non. Google a une technologie qui est intéressante, d'accord, qu'elle a expérimentée, mais en fait, la navette autonome, ce n'est pas un véhicule. C'est un véhicule dans un environnement avec un usage, etc. Donc, on a vu les Google Cars. On l'a vu expérimenter le terrain, cartographier, etc. Est-ce qu'elles ont créé un service ? Est-ce que Google est en capacité de créer un service ? Sans doute, d'accord ? Sans doute. Mais est-ce qu'il est en capacité de rendre un service aux populations en proximité ? Il faudrait qu'il aille dans la Drôme. Il faudrait qu'il aille dans... Est-ce qu'il a envie d'y aller ? D'accord ? Est-ce que ça va être le premier ? Est-ce qu'il a une longueur d'avance ? Pour moi, la réponse, c'est aujourd'hui non.
Par contre, à un moment ou à un autre, si on ne fait pas, d'accord, si on abandonne le terrain, ben oui, les besoins sont là. Quel marché exprimant des besoins fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire moi je vais couvrir ce besoin. Donc grosso modo, aujourd'hui on a une chance forte de faire sans Google ou sans n'importe quel autre acteur, d'accord. Mais si, encore une fois, on ne répond pas à ce besoin, alors bah oui, ça sera Waze, hein, d'accord. Ce sera Waze qui viendra sur les terrains. Oui, oui, j'aurais voulu savoir quelles étaient les conclusions de votre expérimentation dans la Drôme. Alors, les conclusions qui restent des conclusions intermédiaires, d'accord, puisque l'idée, c'est aujourd'hui, il y avait un nombre limité de navettes, et surtout, on va rentrer très prochainement dans un territoire qui s'appelle le Rovaltin, à côté de la gare TGV de Valence, dans une expérimentation d'un service, je dirais, commercial. D'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, on était au stade où il fallait vérifier, par exemple, que ça pouvait s'intégrer dans le trafic existant de voitures classiques, que globalement, on pouvait assurer en toute sécurité le transport d'un certain nombre de passagers. Vous verrez des photos qui sont très intéressantes, en fait, sur le stand massif de seniors qui sont dans cette navette et ils n'ont pas l'air d'être paniqués. D'accord. Donc tout ça, on l'a démontré. Tout ça, c'est fait dans une grande sécurité. D'accord. C'est tout ce qui a été vérifié de pouvoir transporter, encore une fois, des personnes, des biens en toute sécurité. Et globalement, on peut le faire. Et désormais, on va passer au stade d'après, qui est de dire, est-ce qu'on peut créer un vrai service qui rend service aux habitants? Ben ça, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la principale conclusion, c'est que oui, c'est possible. Oui, c'est possible, oui, ça marche. D'où, hein, en fait, la crainte, entre guillemets, hein, qui est une crainte positive, de dire, si plus on enverra de gens dans la Drôme voir que ça marche, plus ils rentreront chez eux en disant, je veux la même chose. Et donc, là, il faut quand même... C'est un projet, d'accord, qui a mis un certain temps, pas parce que c'est long, mais parce qu'on était vraiment dans les pionniers d'expérimentation. Demain, ça ira beaucoup plus vite. N'empêche qu'il y a toujours des prérequis et qu'il faut les mettre sous contrôle. Ça répond à votre question? Dites-moi. Est-ce qu'on a écrasé des gens? Non. Ça m'intéresserait pas qu'on écrase des gens. J'aurais voulu savoir aussi quels étaient les avantages que vous avez trouvés et quelles avaient été les difficultés que vous avez dû surmonter. Enfin, concrètement, comment ça s'est passé? Enfin, quel est le bilan concret? Je ne vais pas prendre la parole à côté de quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui est le patron de Betty, d'accord? Donc je vais te laisser la parole 2 secondes, je crois, parce que sinon on va se faire sortir. Mais... Oui, alors merci Yann, merci pour votre question. Effectivement, il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui a été le thème de la validation de la technologie. Ces navettes automatisées, elles ont été conçues par les différents acteurs internationaux, d'abord dans des environnements urbains. Et dans la Drôme, vous vous doutez qu'on les a un peu chamboulées en les mettant dans des thématiques de tunnels de végétation, de travaux qui pouvaient arriver d'un jour à l'autre. Donc il a fallu effectivement tester la capacité de ces véhicules à évoluer dans ces environnements-là, et ces tests se sont avérés positifs. On a pu maîtriser les aléas climatiques, on a pu maîtriser toute la thématique du tunnel de végétation, et on a pu même travailler sur des infrastructures dont on n'a pas augmenté la capacité, c'est-à-dire on n'a pas refait le bitume à neuf, on a tenu compte malheureusement de l'état de certaines de ces infrastructures départementales. Donc ce premier bilan, il est positif. Le deuxième bilan de l'acceptabilité, on a recréé des services qui n'existaient plus, voire qui n'existaient pas. Et à partir de là, nos territoires ruraux, aujourd'hui, ils souffrent de cette absence de solutions de mobilité. La majorité peuvent voir passer un car régional peut-être une à 2 fois par heure. Là, ils avaient en capacité d'avoir un service toutes les 10 minutes qui leur permettait de se rendre sur différents points névralgiques du territoire. Et du coup, cette acceptation et cette valorisation d'un service a permis de passer quelques écueils que l'on a encore d'un point de vue serviciel, notamment la lenteur des véhicules, où quand ils étaient interrogés par les équipes de recherche, ils disaient certes le véhicule est lent, mais il est là. Et une des grandes leçons qu'on a apprises, c'est qu'on augmente effectivement notre capacité à l'accepter quand on crée quelque chose dont les gens ont réellement besoin. Et comme l'a rappelé Yann, et c'est le soutien et les travaux de la communauté d'intérêt du véhicule automatisé, aujourd'hui on est avant tout pour répondre à une tentation d'aller vers des zones blanches de la mobilité par des services qui pourraient aussi être disponibles à 3 h du matin, à 5 h du matin, quand j'en ai vraiment besoin. Et c'est là tout l'enjeu de la mobilité automatisée. D'autres questions?
Ben, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on est bien, non? Merci beaucoup. Et